toutes et à tous. Je suis Victoria Afanassieva, chef du pôle addiction de l'Institut pour la recherche en santé publique. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 16e café de l'IRESP. Avant de démarrer, je souhaite vous informer que vos micros et caméras sont coupés automatiquement. Vous pouvez cependant utiliser le chat et nous vous encourageons à vous y poser les questions car un temps est prévu après les présentations pour les discussions et les échanges. Enfin, nous vous informons que cet événement est enregistré et qu'il sera disponible sur le site de l'ERESP très prochainement. Les cafés de l'ERESP sont des webinaires de format court qui proposent, sur le temps de la pause méridienne, d'échanger sur les résultats d'un projet de recherche financé par l'Institut. Pour ce café, nous avons le plaisir d'accueillir Juliette Salle et Marc Delagne, et je laisse mon collègue du pôle addiction, Kevin Thomas, vous les présenter. Merci Victoria, merci à toutes et à tous pour votre présence et merci à nos invités du jour d'avoir accepté de présenter leur projet dans ce format court que nous organisons régulièrement, comme Victoria l'a dit, afin de mettre en valeur des projets de recherche financés par notre institut, mais aussi de permettre à celles et ceux qui le souhaitent mais ne le peuvent pas forcément au quotidien de découvrir ces projets. Et donc aujourd'hui, pour ce 16e café de l'IRESP, le projet qui vous sera présenté vise, et c'est le titre de notre événement, à faciliter le lien thérapeutique en addictologie grâce au numérique. Constatant les difficultés d'accroche aux soins rencontrées par les patients souffrant d'addiction, l'équipe du XAPA Maurice Dide à Toulouse a développé une application visant à faciliter les liens entre les patients et l'équipe soignante et la continuité des soins entre les consultations. Cette application favorise également l'empowerment, l'autonomisation du patient avec l'objectif de redonner le contrôle ou en tout cas de renforcer la capacité d'action et de décision et donc d'acquérir une autonomie de plus en plus importante. Une étude de faisabilité et d'acceptation de cette application portée par Dr Juliette Salle a été financée par l'IRESP à l'issue de l'appel à projet Addiction 2019. Et pour présenter ce projet, nous accueillons donc Juliette Salle, chef de service au service de psychiatrie d'urgence, de crise et de liaison du CHU de Toulouse, et Marc Delagne, qui est infirmier au sein de ce même service et qui est chargé de ce projet de recherche. Un grand merci à vous deux une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser à tout moment vos questions dans le chat et je prendrai le plus grand soin à les transmettre à nos invités. Et je vous laisse donc maintenant, Juliette et Marc, désormais la parole pour 15 minutes de présentation qui seront donc suivies d'un instant d'échange et de discussion. Bonjour à tous, merci pour cette invitation et merci à l'IRESP d'avoir financé la recherche associée au développement de cette application. Donc, on va vous présenter notre compagnon numérique qu'on a appelé DID, qui est en fait le nom aussi du XAPA dans lequel il a été développé, dans l'idée effectivement de favoriser l'alliance thérapeutique entre les soignants et les patients, avec le contexte suivant, on se rend compte, et c'est aussi décrit dans la littérature, qu'il y a un nombre de perdus de vue important chez les patients qui consultent pour des problèmes d'addiction. C'est un phénomène qui est bien décrit dans la littérature, avec entre 13 à 31% des patients qui ne terminent pas leur programme de soins. Et en fait, c'est vraiment le domaine dans lequel les interventions thérapeutiques sont les plus importantes. C'est quelque chose qu'on connaît en psychiatrie, mais qui est encore plus important pour les soins en addictologie. C'est un enjeu majeur quand on sait que l'arrêt du suivi, c'est un des facteurs prédictifs de rechute. Ce qu'on sait aussi, c'est que pour favoriser aussi l'alliance aux soins et diminuer les perdus de vue, on a besoin d'une disponibilité importante au niveau des équipes, avec des fois un peu de proactivité vis-à-vis des patients. Et c'est malheureusement parfois difficile compte tenu à la fois du contexte des équipes soignantes, qui aussi ont leurs limites, mais également des horaires d'ouverture avec des patients qui vont parfois solliciter en fait un lien thérapeutique en dehors de ces horaires. Et donc, on avait réfléchi à la place de la santé connectée par rapport à ce contexte pour favoriser le lien et l'alliance thérapeutique. Le rationnel scientifique, il est aussi basé sur le fait qu'on a une population de patients qui ont majoritairement eu des carences dans l'enfance.
avec un attachement qui est décrit comme étant insécure. Donc l'attachement, c'est la modalité en relationnel qui va se développer dans les premiers âges de la vie, qui est une notion qui est plutôt biologique, en fait, qui n'est pas propre à l'homme, mais qui est aussi vécue par d'autres espèces animales, qui fait qu'on va en fait lier une relation avec ce qu'on appelle la figure d'attachement primaire, et si elle répond de façon cohérente et adaptée à nos besoins, on va développer un attachement sécure. Or, on sait que en général, les patients qui souffrent d'addiction, en tout cas, c'est un facteur de risque de développer une addiction, ont plutôt des carences, des abandons précoces, des abus, des traumatismes de l'enfance, et qui ont plutôt tendance justement à développer un attachement insécure, ce qui ne favorise pas l'alliance thérapeutique et un facteur d'attrition dans les prises en charge. Donc l'idée, c'est de sécuriser le lien d'attachement dans le champ de l'addiction. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une altération du rythme nictéméral dans les troubles d'usage, avec des patients qui vont se décaler et qui vont avoir du mal aussi à se rendre au rendez-vous parce que ils vont se réveiller très tardivement, voire inverser complètement le rythme, être réveillés la nuit et dormir le jour. Il y a une diminution de l'investissement des relations sociales, puisque en fait l'investissement est très ciblé sur l'addiction, et puis aussi du fait des relations carencées d'attachement, on a une difficulté à nouer des relations sociales sur le long terme, et on a effectivement une mémoire qui est plutôt procédurale, avec des habitudes qui sont très ancrées et pour lesquelles il va falloir arriver un peu à les modifier, les moduler dans le soin. Donc on s'est dit qu'en prenant tout ce contexte de l'attachement, des problèmes de rythme, la diminution des relations sociales, on pouvait imaginer une solution numérique qui permettait déjà un accès aux dispositifs de soins en dehors des horaires classiques, une valorisation de l'investissement social à travers la relation de soins, mais via un outil numérique, et l'encouragement d'un processus déclaratif sur l'utilisation de supports aussi via l'application. L'application, elle a été développée avec les patients volontaires du centre au début, et le premier prototype, il a vu le jour en 2019 en partenariat avec Bot Design, qui est l'industriel qui a développé l'application. Il y a une interface pour le patient sur son téléphone et une interface pour les soignants en accès web. Et il a été déployé sur le XAPA Maurice Did. Du côté patient, on a cette interface. Donc le patient, il va avoir les jours de la journée, puis il y a une petite fenêtre qui va lui dire est-ce que tout va bien aujourd'hui, et il va pouvoir accéder à différents champs pour déclarer le craving ou à son carnet de consommation ou des situations d'ennui. S'il veut, il peut détailler aussi les contextes. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est effectivement accessible à tout moment, avec des messages de valorisation et toujours une proposition de contacter l'équipe si à un moment ça ne va pas. Ce ne sont pas des questionnaires qu'il faut remplir de façon automatique. C'est-à-dire que si le patient ne remplit pas, il ne se passe rien. C'est vraiment plutôt un encouragement à les remplir, mais si vraiment il ne remplit pas, il ne reçoit pas de relance, etc. C'est vraiment à l'initiative du patient. Et du côté des soignants, on a cette fenêtre qui s'affiche. Donc, elle fonctionne comme un outil d'aide à la décision clinique, c'est-à-dire que les messages vont remonter du côté des soignants, et c'est à l'équipe soignante de se saisir des messages et de réfléchir, soit avec le soignant qui s'occupe du patient, soit en équipe, à la réponse à apporter. Il y a différents seuils de signalisation qui peuvent être fixés avec l'équipe en fonction de ce qu'on a envie de prioriser. Si un patient a manqué des rendez-vous, est-ce qu'on a envie de lui envoyer un message, est-ce qu'on pense que ce n'est pas opportun? Donc en fait, la décision, elle est aussi réfléchie dans le soin, elle n'est pas automatique comme un bot, mais on a cette interface avec le patient, mais qui est encore médiée par le soin. Donc une fois qu'on a développé l'application, on a voulu tester la faisabilité, c'est-à-dire de la donner aux patients et de voir s'ils arrivaient à s'en saisir, puisqu'il y a quand même un enjeu, une fois qu'on a développé une application, de savoir si elle est facilement utilisable et si les patients arrivent à l'intégrer à leur quotidien. Donc on a réalisé une étude sur l'année 2022 où l'application a été mise à disposition de patients volontaires pendant 8 semaines sur leur téléphone personnel. Le critère principal de la recherche, c'était de regarder le pourcentage de participants qui avaient utilisé l'application une fois par semaine au moins, ou au moins 10 connexions sur 4 semaines différentes. Et des critères secondaires, c'était
les questionnaires de satisfaction, l'utilisation de la messagerie. 42 patients ont été éligibles, 24 ont été inclus. En moyenne, les patients avaient une trentaine d'années, avec un peu plus de la moitié de femmes. Les 3/4 des patients présentaient une comorbidité psychiatrique et la majorité avait un traitement médicamenteux. L'addiction principale était au cannabis et quand on regardait sur les critères d'addiction, la très très grande majorité avait une addiction sévère et une grande majorité avait aussi une coaddiction. Sur les résultats, on a 17% des patients, 70%, pardon, 17 patients qui atteignent le critère principal. Donc, c'est-à-dire que une majorité de patients sont quand même globalement plutôt connectés sur la période de l'étude, avec des connexions entre 8h et 22h. Et si on regarde sur la période où le centre était fermé, on a quasiment la moitié des connexions qui sont en dehors des heures d'ouverture. Donc, c'est vrai qu'on a c'était un peu notre question de est-ce que ça peut aussi à un moment, est-ce que l'utilisation elle peut être faite en dehors de ces horaires et avoir un intérêt pour les patients plutôt que juste d'envoyer un message au moment où c'est ouvert. Et effectivement, les patients sont connectés sur les moments où le centre était fermé. Globalement, les patients ont rempli tous les questionnaires. Donc, je vous rappelle que ce n'était pas obligatoire. Donc, il y a 80% des patients en moyenne à peu près sur l'ensemble des questionnaires qui ont répondu au moins une fois, avec une moyenne de réponse de 22 autour de 22. Le craving était celui qui était un peu moins renseigné. Et vous voyez, bon, il y a des écarts entre certains patients. Il y en a qui ont répondu qu'une fois, il y en a qui ont répondu 24 fois sur les 8 semaines. Donc, il y a quand même une divergence entre les patients. Les patients, ils ont envoyé en moyenne à peu près 6 messages sur la période. Et du côté des soignants, une moyenne de 3 messages. Donc, effectivement, on voit qu'il y a quand même plus du côté des patients que les messages sont utilisés. Et sur l'acceptabilité de l'application, donc ça c'était un questionnaire qui était vraiment très lié au design, enfin, à la façon de pouvoir accéder à l'application, la compréhension de ce qui était affiché. On a un score moyen qui est important, donc globalement les gens ont trouvé que l'application était plutôt accessible d'un point de vue fonctionnel, purement technique. Pour la discussion, donc on a, si on regarde le score d'adhérence, donc c'est en fait c'est quand on compare l'utilisation qui était planifiée avec l'utilisation qui est faite en réalité, on a à peu près un score à 56%. Donc c'est en fait c'est un score qui est plutôt haut par rapport à l'utilisation d'autres applications en addictologie où on pouvait imaginer que par rapport en fait, si vous voulez, à la façon dont les patients se saisissent habituellement du soin, on a un score qui est globalement plutôt bon dans le champ de l'addiction pour cette application, avec une revue systématique de 2022 qui montrait des scores plus bas, en moyenne de 46%, pour les applications développées dans ce champ d'addiction. On a quand même une limite importante sur la durée de l'étude. Qui est que sur 8 semaines. Effectivement, ça serait intéressant d'avoir des données sur plus long terme. Après, c'était une question aussi on voulait vraiment étudier la faisabilité. Et souvent, les abandons et les attritions, c'est vrai qu'on sait que c'est en majorité au tout début de la prise en charge. Ceux qui arrivent à tenir 2 semaines, après, bon, 2 mois, pardon, on a plus de chances en fait de les accrocher. Et c'est entre déjà le premier et le deuxième rendez-vous, il y a beaucoup de patients qui ne reviennent pas. Donc, bon, c'est à moduler avec le fait que les perdus de vue sont souvent au début de la prise en charge. Quel est l'intérêt de l'application? Nous, on l'avait construite initialement avec cette idée de ne pas développer une application qui rentrerait dans le champ de ce qui existe déjà, c'est-à-dire qui sont des fois disponibles sur les stores, etc., pour arrêter le tabac, qui sont des dispositifs en fait où le patient juste utilise l'application. Là, c'était de entre guillemets la brancher sur un dispositif de soins existant, comme un XAPA, qui est en fait un modèle quand même assez universel au niveau français, et de voir en quoi cette interface numérique, elle pouvait faire comme un prolongement, une continuité de la relation soignante, en étant quand même réfléchi après au niveau du soin dans
les réponses à donner et les interactions. C'est un outil supplémentaire pour favoriser l'interaction et c'est vrai que les jeunes patients, ils sont quand même très sensibles à ces outils numériques et donc ça permet quand même aussi de répondre à une évolution technologique. Ces modèles mixtes, ils sont globalement soutenus par la littérature qui recommande ça pour le futur de la psychiatrie, mais pour l'instant, il y a très peu d'études quand même et ça reste de la littérature un peu théorique. Donc, à voir le développement de ces outils dans l'avenir. Il reste aussi la question du modèle médico-économique, de comment on peut faire vivre aussi ces applications et ces modèles numériques. Et nous, on est en train, au XAPA, finalement, de terminer, ou en tout cas quasiment terminer, une deuxième étude qui s'appelle ALMA, qui avait pour objectif d'étudier justement l'alliance thérapeutique en comparant deux groupes de patients, un qui va bénéficier de l'application et un qui bénéficie des soins usuels, donc qui ont été randomisés, et de voir si effectivement on a un effet sur les scores d'alliance thérapeutique et puis l'attrition, c'est-à-dire le fait de pouvoir maintenir des soins. Et donc là, on inclut des patients depuis septembre 2023 et on est en train de terminer cette étude. Voilà, je pense qu'on a tenu le temps et j'arrête le partage. Nous sommes disponibles avec Marc. Donc Marc qui est infirmier au XAPA et qui, là je le remercie, c'est lui qui a vraiment porté ce protocole de recherche. Donc pour toutes les questions, vraiment, je pense qu'il sera d'une aide précieuse pour répondre sur des choses très pratiques par rapport à cette recherche et l'application. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai reçu quelques questions en privé, mais n'hésitez pas à les mettre dans le chat en public si jamais parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a. La première question que j'avais reçue, c'était concernant les personnes qui n'auraient pas nécessairement, donc les personnes qui seraient prises en charge, mais qui n'auraient pas nécessairement de téléphone ou qui sont en dehors du numérique. Donc c'est une application sur téléphone, donc j'imagine que ces personnes ne rentrent pas du coup dans les personnes qui sont visées par cette application. Mais est-ce qu'il y a des propositions ou des choses qui peuvent être faites? Ou est-ce que vous avez rencontré en tout cas des cas de personnes qui sont en dehors du numérique dans votre quotidien? La plupart ont quand même une connexion Internet, quoi. Donc on peut proposer, soit ils ont souvent un Android plutôt qu'un iPhone, il me semble, mais ils ont forcément une connexion Internet. Très peu sont déconnectés justement pour des réalités administratives et pour le quotidien, quoi. Ils ont vraiment besoin de leur téléphone, quoi. Très bien. On a une question de Stéphanie Sédou qui demande: est-ce que vous pourriez nous donner un ou quelques exemples précis d'interactions via l'application pour mieux en comprendre l'utilisation? Quelques exemples, bon, notamment avec une patiente qui venait pour une addiction aux écrans avec un trouble social évitant un peu le contact avec les autres personnes. Les interactions interpersonnelles lui sont très difficiles. On a beaucoup fonctionné pour les rendez-vous avec elle, ça c'était très précieux. Sur les 6 mois, elle a été, il y a eu moins de perdus, ce qu'on appelle les PVP, pas venu, prévenu, pas venu, pas prévenu. C'est un peu notre jargon pour dire quand les patients ne viennent pas. Il y a eu beaucoup moins de rendez-vous ratés, quoi. Du fait de rappeler le rendez-vous, du fait que c'était convenu. Quand moi je l'avais eu la première fois au téléphone, c'était quelqu'un de très timide qui avait du mal à s'exprimer. Et quand moi j'ai pensé à cette application-là, pour elle, c'était vraiment pour la messagerie, même si c'était l'objectif principal secondaire, mais je l'ai réfléchi en termes de soins, où vraiment on a pu échanger et elle a pratiquement raté aucun rendez-vous, quoi. Donc ça, c'était assez précieux pour des patients qui ont des difficultés dans leur personnalité, quoi. Un autre exemple après, c'est un patient qui m'avait écrit pour un effet secondaire d'un traitement. Bon, après, j'ai pu en discuter avec le médecin responsable de l'unité, où en fait, ça m'a permis de prendre un rendez-vous téléphonique avec lui et de rapprocher une consultation pour en rediscuter, voir un petit peu comment on procédait pour la suite, pour le traitement, quoi. C'est vraiment l'intérêt de faire un message,
un appel et, si besoin, une consultation qu'on peut rapprocher, puisque j'ai un temps dédié pour ça, quoi. Est-ce que ça répond à la question ou J'imagine, en tout cas, je laisserai, voilà, Stéphanie dit formidable, merci. Et j'ai une autre question d'Emmanuel Leborgne qui vous demande si vous étiez fixé une règle pour faire réponse aux patients, notamment un délai de réponse. Alors, ce qu'on s'était convenu avec l'ensemble de l'équipe médicale, c'est que sur la messagerie, on est 4 infirmières qui ont accès à la messagerie. Donc ça, on y a accès tout le temps et on se connecte. Alors, c'était le matin et le soir. Bon, au fur et à mesure, c'est au moins une fois le matin, de connecter une fois par jour pendant le service que je fais pour voir si j'ai eu une messagerie. Après, ce qui est aussi, on a eu un système où, pour nous, en tant que soignants, on le reçoit par mail. Donc, vous avez reçu un message d'un patient, donc dès que je me connecte au mail, j'ai la messagerie et ça me permet directement d'aller sur le site pour voir s'il y a des messages, quoi. L'objectif, en fait, aussi, c'était, donc, on leur dit bien que c'est pas une messagerie d'urgence, donc, et c'est aussi d'essayer de travailler avec eux cette temporalité, un peu de la persistance du lien. C'est, vous déposez un message, on va le lire, on y répondra, mais pas forcément tout de suite. Mais il y a comme ça une continuité et l'information, elle n'est pas perdue. C'est vrai que c'est des patients qui, des fois, ont besoin à un moment, ils sentent qu'ils ont envie de dire un truc. On leur dit, ben voilà, vous pouvez à ce moment-là vous le poster, et nous on le verra, peut-être pas tout de suite, mais on le verra, et voilà. Et donc ça fait comme ça une trace, mais pas non plus dans une immédiateté, quoi, de réponse. Donc, merci. Donc, il y avait du coup un complément de Stéphanie Sédou qui demandait du coup si elle a bien compris, l'application permet aux divers professionnels de communiquer entre eux aussi sur l'interface professionnelle. C'est bien ça? Voilà. Quand il y a une nécessité, il faut savoir que dans le XAPA, il peut y avoir soit un suivi individuel avec chaque patient, parce qu'il y a des médecins, il y a des internes, donc on a chacun nos propres suivis. Mais après, quand on rencontre une difficulté, on peut prendre un temps aussi pour parler de la messagerie qui a été faite. Mais le travail en amont qui a été fait, c'est qu'on explique bien que ce n'est pas une messagerie d'urgence. Donc, c'est moins, on est plus dans une continuité des soins. Donc, il y a moins de surprises du fait que c'est bien présenté en amont, quoi. Donc, c'est vraiment surtout par rapport aux soins, aux rendez-vous, une difficulté rencontrée par rapport à j'ai reconsommé, mais je souhaiterais vous en parler à la prochaine consultation. Donc, moi, je leur dis, voilà, par rapport à la messagerie, mais il n'y a pas que la messagerie, c'est que soit ils ont un besoin de m'informer, et donc, c'est juste pour que j'ai l'information, on en parle à la prochaine consultation, ou alors moi, je leur dis, voilà, pour être clair, vous mettez un point d'interrogation à la fin, si vous voulez une réponse aussi tout de suite, quoi. Donc, ils ont la double disponibilité quand on leur explique, quand ils ont l'application, soit d'une simple information pour le retraduire à la prochaine consultation, soit une nécessité que moi je réponde, comme l'a expliqué le docteur Sall, pas dans l'immédiateté, mais un temps où nous on se connecte, mais on leur explique bien, où je leur réponds à la messagerie. Et quand c'est bien préparé comme ça, ben, c'est assez OK. Donc du coup, ils comprennent bien qu'on n'est pas dans l'immédiateté, soit ils peuvent déposer une information, soit c'est une messagerie avec une réponse demandée, quoi. Et dans la même continuité, mais de l'autre sens, est-ce que, il y a une possibilité pour les patients qui le souhaiteraient de communiquer entre eux, c'est-à-dire entre patients via cette application ou pas du tout? Donc ça, c'est fait exprès pour que les seules personnes qui ont accès à l'application sont les 4 infirmiers, l'assistante en recherche clinique qui vérifie la bonne conformité du déroulement et le patient. C'est fait exprès, c'est pour la protection, c'est les RGPD, le règlement général de protection des données, pour qu'on puisse respecter un peu les données de chacun, quoi, que ce ne soit pas transmissible à chacun, mais que ce soit que les soignants. Mais même les médecins n'ont pas accès à l'appli. C'est un retour d'infirmier qu'on fait s'il y a un besoin de donner une information. Je ne vais pas donner une information pour un rendez-vous changé pour un médecin, il a autre chose à faire. Mais s'il y a une inquiétude clinique, quelque chose comme ça, je peux aller voir mes collègues, dire, ben voilà, elle a pu me partager ça avec cette messagerie-là. Et c'est ça qui est intéressant, parce elle demandait un autre exemple, Stéphanie. On avait une patiente qui ne souhaitait plus faire une activité au sein de notre groupe. Elle a pu nous l'écrire par message, ce qu'elle n'osait pas nous dire, parce qu'en fait, elle venait à chaque fois reculant de l'activité. Et on a pu lui dire, il n'y a pas de souci, lors de votre prochaine venue au XAPA, on en discutera. Et donc, quand elle est venue, on lui a dit, c'est bien que vous ayez pu exprimer par messagerie votre difficulté à nous dire, etc. Et puis, ça a pu créer aussi du lien, parce que
on se rend compte que dans le temps actuel de 2025, là, les choses marchent beaucoup aussi par SMS, quoi. Par SMS, par message, et les gens ont un peu plus de facilité à communiquer comme ça qu'à dire face à face, des fois, une information par peur, justement, ce qu'expliquait le docteur Sall, l'abandon, l'attachement insécure, etc. Donc, ça favorise, et on leur dit, ben voilà, vous voyez, ça consolide aussi le lien qu'on fait avec eux, quoi. Une autre question que j'avais reçue, est-ce que l'application elle est toujours en cours d'utilisation actuellement? Vous l'utilisez encore Oui, depuis la fin de l'étude? là, on est à 32 patients. Donc là, 32 patients depuis septembre 2023, mais il y a eu en fait un remaniement au niveau de. Bon, il y a une infirmière qui est partie à la retraite, donc il y a eu 2 inclusions sur 6 mois. On a repris en avril 2024, et de avril 2024 à maintenant, il y a eu une trentaine de patients inclus. C'est sur la deuxième étude dont je parlais, c'est-à-dire là, on compare un groupe de patients qui a l'application versus un groupe qui l'a pas, de façon randomisée, pour voir si ça améliore l'alliance, le lien, etc., sur une échelle d'alliance thérapeutique. Après, comme je disais, ça pose la question de comment l'application elle peut vivre en dehors de protocoles de recherche, puisqu'une application, en fait, pour qu'elle vive, il faut qu'elle continue à être développée, financée, améliorée, etc. Donc là, une fois qu'on a fini la recherche, voilà, on sait pas, après, on essaye de chercher un peu des idées pour continuer à la faire vivre, mais là, elle continue à vivre au travers d'un deuxième protocole de recherche. Et justement, pour la faire continuer à vivre, Emmanuel Leborgne demande s'il est envisagé dans l'avenir de proposer cette application à d'autres structures. On y pense, mais il faut qu'on arrive à construire un modèle médico-économique, c'est-à-dire de voir qui pourrait être intéressé au niveau des XAPA, et voilà, c'est d'après en termes d'abonnement, de nombre, etc. Mais oui, on y réfléchit. Donc, on attend quand même d'avoir les résultats aussi de l'étude en cours, mais effectivement, nous, on aimerait qu'après cette application, elle puisse continuer à exister. Une autre question qui était dans mes messages privés, est-ce qu'il y a, disons un manque de moyens pour suivre l'ensemble des patients et que donc l'application permet de garder le lien et de compenser ce manque de moyens? Ou est-ce que l'application, elle vient en complémentarité, et qu'elle, elle a une valeur ajoutée, disons? C'est plutôt une valeur ajoutée, puisqu'en fait, c'est un mi-temps qui est dédié pour ça, quoi. En fait, l'idée au départ, c'était pas de remplacer les soignants, parce qu'effectivement, c'est vraiment l'idée de favoriser le lien avec comme une sorte de bras un peu numérique, que ça fasse continuité. Mais ça n'a pas de sens sans les soignants qui sont dans le XAPA. Donc, c'est pas un manque de temps, c'est plutôt de se dire qu'en fait, il y a une forme via l'application, de disponibilité soignante qui continue à exister auprès du patient un peu tout le temps dans le lien. Mais non, on n'est pas dans l'idée de remplacer, mais de favoriser. Après, l'idée, c'est aussi que ça puisse diminuer le nombre de rendez-vous non honorés, et de favoriser aussi les soins, mais pas de remplacer les soignants. Très bien. Il est 13h29. S'il y a une dernière question, il est encore temps de la poser. Autrement, il y a une dernière question. Sur cette question de Stéphanie Sédoud, sur cette question du modèle et de la soutenabilité, avez-vous d'ores et déjà une idée de la ressource en temps infirmier nécessaire? Marc, lui, ça lui prend C'est 50%. un mi-temps infirmier, à peu près. Mais bon, je pense que 20%, ça pourrait suffire. Là, il y a le protocole de recherche en plus, mais si c'était juste de coordonner l'activité, je pense que 20%, ça suffit d'un temps infirmier. Un peu référent numérique au sein d'une structure. Très bien. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées pour vos questions. Merci encore Marc et Juliette pour votre présentation et pour vos réponses. On va donc terminer ce café. Un dernier mot pour dire que ce café, ce 16e café de l'IRESP sera disponible en replay très prochainement sur le site de l'IRESP. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne après-midi. Et on se retrouve très vite pour le 17e café de l'IRESP. Merci.